En 2011, j'ai fait une résidence au musée de Lezoux, musée de la céramique et d'archéologie. Et pendant cette résidence, j'ai eu la chance de pouvoir partir avec des archéologues sur des lieux de fouilles. Ça m'a permis de percevoir la céramique autrement, à travers le regard des archéologues. C'est-à-dire que pour eux, tous ces tessons de céramique étaient retrouvés, c'était des fragments de temps. Et ça m'a beaucoup ému, ce rapport de la céramique qui, pour eux, impactait une époque. Il y a eu cette impression de ce rapport au temps et au tesson qui est né un petit peu lors de cette résidence. Et ensuite, il y a eu cette envie de travailler dans un village abandonné. Quand on est venu sur place avec Julie, dans ce village, j'ai commencé à regarder à travers les chemins, à fouiller dans les maisons. Et là, donc, j'ai trouvé des tessons et des morceaux de céramique. Donc des morceaux de céramique qui évoquaient toutes sortes d'époques et de temps de ce village, de la vie de ce village. Des morceaux très anciens, comme des choses très contemporaines qui venaient à une époque où on a plus voulu mettre des parpaings pour murer. On a retrouvé aussi un atelier d'une céramiste. Donc après, on a appris que c'était l'atelier d'une femme qui avait vécu ici. J'ai pu récupérer tous les échantillons qui n'étaient pas forcément en bon état, qui étaient brisés, le matériel avec lequel elle travaillait, et même certaines sculptures et objets usuels qu'elle avait fabriqués. Je développe un travail de peinture autour et à partir de la lumière, et essentiellement sur toile tendue sur châssis. Et sur cette invitation d'intervenir dans un village abandonné, ce qui était intéressant pour moi, c'était de sortir du champ du tableau. Quand j'ai visité le village, j'ai été frappé par les ouvertures sur les murs qui avaient été construits pour empêcher les individus de rentrer. Ces formes étaient très présentes avec les briques cassées au sol. Dans un village qui est classé, on est limité dans le champ d'intervention, tout simplement parce qu'on ne peut pas toucher les pierres, on ne peut pas modifier la structure du bâtiment. Ce que je trouvais intéressant, c'était de ne pas toucher la maison même, mais d'intervenir sur la partie en briques, qui est un élément contemporain, de ne pas créer une forme. La forme, finalement, elle est créée par les personnes qui sont intervenues dans le village, qui ont cassé ces briques pour pouvoir s'introduire dans les maisons. Et je trouvais l'idée intéressante d'intervenir dans le format des fenêtres et des portes, car ça me ramenait un peu au format de mes tableaux. En fait, je voulais intervenir avec un minimum de moyens. Ici, j'ai fait appel qu'au pinceau, à la peinture, et j'ai joué le jeu d'être dans un village sans électricité. C'est vraiment restreint à révéler quelque chose qui était déjà dans le village. Moi, en m'appuyant sur l'architecture, Rachel en récupérant tous les éléments de céramique au gré du temps qui se sont accumulés à différentes époques dans les maisons. Ces objets, ces morceaux d'objets, j'ai mélangé à de l'argile et ensuite cette argile, je l'ai mise en forme de bâton. En fait, j'ai construit de très très longs bâtons. Le bâton qui peut évoquer carotte de temps, le bâton du marcheur, de l'arpenteur. Ce bâton qui est autant un objet d'action qu'un objet de temps. Et ce qui était important pour moi, c'était que ces tessons, finalement, d'une époque, qui datent d'une époque, mélangés à cette argile, puissent être figés ensemble pour évoquer donc cette mémoire. Et pour ça, il fallait les cuire. Tous ces fragments d'époque, je voulais les lier les uns aux autres, les arrêter dans le temps. L'argile, quand on la passe par le feu, elle se transforme d'une façon irréversible. On donne une forme à l'argile et quand on la cuit, le temps s'arrête. C'est un peu une sorte de prouesse technique de mélanger de la céramique cuite avec de l'argile crue. Donc j'ai fait beaucoup de tests, beaucoup d'essais. J'ai travaillé sur un tube d'acier qui reprenait ces formes de trous d'une manière plus ou moins schématique, mais qui était plus anguleux. Ce tube d'acier, je l'ai peint en peinture phosphorescente. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enduit et lissé cette surface pour ensuite la peindre avec une peinture qui est une glycéro brillante noire. L'idée, c'est d'arriver à une surface très lisse et très brillante. Ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y a le noir mat de l'obscurité de la maison à l'intérieur. Et quand le soleil tombe et que la nuit
va basculer. Le noir mat du trou va se confondre avec le noir laqué qui est autour. En fait, la frontière entre ces deux noirs, ce sera la découpe de la brique orange avec l'enduit. Et le lien entre les deux, ce sera ce tube phosphorescent qui va souligner cette ouverture par cette lumière très particulière qui est la peinture phosphorescente. La glycéro noire permet de donner un reflet à cette barre métallique et en même temps on se reflète dans cette surface laquée. Et j'aimais bien aussi ce rapport entre le crépi, la pierre et arriver à une surface très lisse pour qu'il y ait un rapport très différent entre le côté poreux et la pierre du village sur cette surface qui est laquée et brillante, voire limite usinée, sans trace de coups de pinceau, sans trace d'outils utilisés, juste une surbrillance comme ça, presque de l'ordre avec la structure métallique d'un objet design, qui est une rupture avec la maison en pierre. Ce qui m'intéressait, c'était que ces objets, ces sculptures, soient cuits dans la terre du village, donc dans le sol de ce même village. Parce que pour moi, pour que ça fasse sens, il fallait que cette étape, elle se passe ici. Donc pour ça, j'ai pensé à une cuisson primitive, parce que comme on est dans un village abandonné, il n'y a plus d'électricité, il n'y a pas de four, évidemment. Et j'aimais cette idée de construire un four, mais un four primitif. Ici, donc là où je suis assise à peu près, donc on va creuser un trou, et on va cuire avec le bois de la région. Toutes les briques que je vais utiliser autour, c'est des briques que j'ai retrouvées dans l'atelier de l'ancienne céramiste qui vivait ici. C'est des cuissons primitives, ce sont des techniques qui sont utilisées en Afrique, qui sont utilisées en Corée, qui sont utilisées dans plein de pays, mais ce sont un peu des techniques transmises de génération en génération, donc on n'a pas vraiment de livre dessus. Que depuis tout petit, ils observent un feu. Ils sont à côté des céramistes et des potiers et ils voient la couleur, ils savent à quel moment il faut ajouter telle chose et ils arrivent à cuire des pièces de façon primitive. Je me suis renseignée beaucoup dessus, j'ai parlé avec des amis. Et je me suis un peu lancée dans ce défi. En fait, c'est une pièce qui marche en deux temps. Donc la journée, le soleil reflète sur les lacs noirs. Le tube phosphorescent se charge en lumière. Et quand la nuit tombe progressivement, les structures métalliques vont rendre cette source lumineuse, cette lumière chargée dans la journée, et révéler les formes de ces découpes dans le mur. En fait, cette pièce, on la regarde en étant extérieure, mais en même temps, elle donne à voir un point de vue dans la maison. Il y a un premier plan qui est brillant, il y a cette frontière avec la brique, et il y a l'intérieur de la maison qu'on découvre avec les gravats, les inscriptions taguées ou marquées au fil du temps. C'est une pièce qui donne à voir le village, donne à voir l'architecture, les maisons. Je m'intéresse beaucoup à la question de la narration dans l'image fixe parce que je développe un travail de peinture sur toile. On sait que la vidéo et le cinéma, c'est une image qui en précède une autre, qui en précède une autre, dans la durée, qui crée ce fil de la narration. Je pense qu'on peut introduire une narration dans l'image fixe, simplement elle s'opère d'une manière différente. Si on se promène dans la rue et qu'on voit un immeuble avec des fenêtres éteintes et une seulement est éclairée, notre regard se portera sur cette fenêtre éclairée. Chacun pourra y projeter une histoire. La source lumineuse permet d'évoquer une activité retrouvée dans ce village abandonné, mais elle permet aussi d'induire cette narration par cette activité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont ces formes flottantes sur ces architectures?
On a fait un four test cet été et tout a bien fonctionné. Et vendredi, on va se lancer dans un grand four. Et autour de cette cuisson, il y aura une sorte de cérémonie. Ça va se passer sur une nuit, peut-être 24 heures plutôt. On va faire monter sur 8-9 heures la température jusqu'à arriver à une température qui permet que le tesson soit cuit et soit fiable. Cette cuisson, elle sera une fête qui va rassembler des gens, autant des gens qui ont vécu dans le village ou des gens des villages alentours et aussi d'autres personnes intéressées qui vont être là ce soir-là. J'avais envie que ça devienne une sorte de rituel finalement. Que cette cuisson, elle soit un événement en soi et que les gens puissent y participer. Il y aura aussi une déambulation dans le village autour des pièces et de la réactivation du village réalisée par Nicolas. Les personnes pourront découvrir l'installation et en même temps participeront en déambulant dans le village, finalement se retrouvant dans la pièce elle-même. Et toute la nuit, on parlera autour de cet immense feu parce qu'il fera 3 mètres de diamètre. On va manger, parler, partager. C'est un moment culminant parce qu'en fait le feu de la cuisson est un élément où les gens peuvent se retrouver, un lieu d'échange, de réactiver le village avec des personnes qui ont pu vivre dans le village ou qui connaissent l'histoire du village. Il y a une part de choses que je ne peux pas maîtriser qui va se passer et on va voir ce qui va se passer au niveau humain et au niveau du partage. Au petit matin, on ouvrira le four, c'est-à-dire on sortira les pièces du feu.
C'était important pour moi que les gens qui avaient passé la nuit soient présents à ce moment-là où les pièces sortiront, les sculptures sortiront. El barro es el de sí, el barro y lo que ha hecho es generar la forma para luego. Alors pourquoi des bâtons? Parce que les bâtons, ça évoque ce rapport de la carotte de temps, mais ça évoque aussi la marche. Il y a vraiment un rapport au passé, à l'histoire, au présent, dans ce qu'on va faire à ce moment donné, et au futur, à ce qui va être possible à partir de cet héritage et de cette transmission.